Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, Thomas Pesquet est revenu sur Terre grâce à la capsule Soyouz vendredi dernier. Et donc, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur de cette capsule pendant son retour sur notre belle planète bleue. Non, en fait, non. C'est pas de ça qu'on va vous parler. On va vous parler aussi de Soyouz, mais pas de Soyouz la capsule, de Soyouz, un projet qui est un moteur de recherche de l'économie collaborative. Et donc on va vous expliquer un petit peu, à travers différents retours d'expérience, les enseignements qu'on a pu tirer sur les derniers mois passés sur ce projet-là. On se présente rapidement. Bonjour à tous, donc moi c'est Guillaume, je suis développeur full stack sur Soyouz. Au quotidien, je joue avec les technos que vous voyez là, et notamment Play 2, Scala et surtout React. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Ancelin, donc moi aussi je suis développeur full stack chez Soyouz. Alors je ne suis plus vraiment chez Soyouz, mais disons que j'y ai fortement contribué, donc je fais aussi beaucoup de Scala, de Play, du JavaScript, etc., etc. Et donc moi Sébastien, lead développeur sur le projet Soyouz. Je fais à peu près les mêmes technos que mes collègues, ouais, parce qu'on se parle quand on développe, donc voilà. Pas grand-chose de plus à dire, hein. On verra en détail ce qu'on fait au quotidien. Alors Soyouz, c'est quoi? Je l'ai dit très rapidement. Soyouz, c'est un moteur de recherche dédié à l'économie collaborative. Alors pas que à l'économie collaborative, mais en grande partie là-dessus. Donc dans divers domaines, hein, tout ce qui peut être hébergement, transport, service à la personne, sortie, activité, ou manger, etc., etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir consommer autrement et de découvrir aussi un petit peu tout cet écosystème de start-up de cette économie collaborative. Donc pourquoi ce projet-là? Vous connaissez sûrement quelques grands noms de l'économie collaborative, alors qu'ils le sont peut-être même plus trop maintenant, collaboratifs, mais bon, Uber, Airbnb, Blablacar, ce genre de choses. Mais en fait, il y en a plein d'autres, et sûrement plein que vous ne connaissez pas. Des partenaires qui sont plus ou moins gros. On est un peu dans un effet bulle en fait dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de startups qui se montent dans le domaine de l'économie collaborative. Et donc aujourd'hui Soyouz, le cœur de Soyouz, c'est un gros hub de partenaires. On en a une 50aine. Ils sont quasiment tous là, mais il y en a plein de nouveaux qui arrivent toutes les semaines. Et l'idée, c'est de proposer de la recherche à travers ces partenaires-là et d'agréger un certain nombre d'offres proposées par ces partenaires-là. Alors comment ça marche Soyouz? Donc c'est un moteur de recherche, hein, c'est quand même la première fonctionnalité. Donc on choisit une catégorie et puis on a un certain nombre de critères qu'on peut renseigner. Si on cherche un hébergement, on va dire la ville, le type d'hébergement qu'on recherche, éventuellement des dates et puis le nombre de personnes. Et puis ça va nous proposer un certain nombre de résultats qu'on peut trier, filtrer. Voilà. Donc là on est sur de la fonctionnalité classique. Pour proposer une expérience utilisateur un peu plus moderne, on a aussi un chatbot, donc on rentrera en détail plus sur cette partie de chatbot tout à l'heure, qui permet à l'utilisateur d'interagir en mode conversationnel avec la plateforme en fait. Voilà. Guillaume, à toi. Oui, donc je vais vous expliquer un peu le cheminement du projet. Donc de l'idée à la mise en place de la plateforme, il y a eu à peu près moins d'un an et demi. Donc l'idée, elle est venue en juin 2015. La lumière a jailli du cerveau d'Emmanuel, qui est là. Coucou. Et donc voilà, donc suite à cette idée, il y a un POC qui a été développé. Un POC qui a été développé, qui a été présenté aux décideurs. Et les décideurs ont fait, mais waouh, c'est génial. Donc début 2016, une équipe a été constituée. Et suite au kick-off, les développements ont démarré, donc en février. Et donc à partir de là, on avait une échéance assez importante et aussi très rapprochée. C'était le WeShareFest. Le WeShareFest, c'est un festival dédié à l'économie collaborative. Et donc on avait pour objectif de présenter quelque chose à ce festival. Donc ce festival qui a lieu en mai. Donc ce challenge a été relevé. On a pu présenter une bêta privée au cours de ce festival ainsi qu'au Digitech Maïf. Et suite à ça, on a eu donc différents retours utilisateurs. Parce que avoir un produit, c'est bien, mais des utilisateurs, c'est mieux. Donc si on peut le présenter au public, c'est quand même plus sympa. Donc on a ouvert cette bêta publique en septembre. Donc entre-temps, il y a eu 4 mois, dont l'été. Par contre, on a tout cassé.
On a changé complètement la stack technique, on a changé l'architecture, on a ajouté de nouveaux partenaires, on a modifié le chatbot et on a bien évidemment pris en compte aussi tous les retours utilisateurs et travail qu'on a continué encore pour enfin lancer la première version de Soyuz non bêta officielle le 15 mars de cette année, avec en parallèle aussi la mise à disposition sur les stores des apps mobiles, donc pour iOS et Android. Ok, donc là, on va tenter un truc. En fait, on a fait en sorte d'avoir toutes nos slides suivantes sont en random, donc on va un petit peu voir tous les sujets qu'on a abordés, mais dans le désordre. C'est moi qui commence du coup. Donc as a service first. Donc as first, c'est pas forcément notre meilleur titre, mais on n'avait pas assez de place pour mettre as a service first. Donc en gros, l'idée ici, c'est que on a décidé que, étant donné qu'on n'avait pas forcément de temps et pas forcément les moyens matériels de tout redévelopper, on s'est dit si quelque chose existe as a service, on l'utilise et on se concentre vraiment nous sur là où on a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le code des parties vraiment internes à Soyuz. Donc ce que ça veut dire, c'est que tout notre hosting d'application, on le fait sur Clever Cloud. Donc Clever Cloud, c'est une solution de PaaS développée à Nantes, ici. Vous avez peut-être même croisé des gens de Clever Cloud ce matin. Donc là-dessus, on héberge toutes nos applis, nos data stores, donc du Mongo, du Redis, du Elastic, etc., etc. Ensuite, on utilise d'autres services un peu plus classiques. Donc, on utilise Mailgun pour tout ce qui est envoi d'emailing, etc. On utilise Prismic.io pour toute la partie CMS. Donc, tous les contenus statiques de Soyuz sont gérés dans Prismic et nous, on les rend juste dans l'application. Et puis, on utilise Auth0 pour tout ce qui est authentification, identification. Pour tout ce qui est code, on utilise GitHub parce que, what else ? Pour la bureautique, les Google Apps. Et pour les GIFs animés, on utilise Slack. C'est ça, non? C'est à ça que ça sert? Ok. Ok. Bon, la prochaine? Agilité, vaste sujet. Quoi dire sur l'agilité? On ne va pas s'étendre pendant de longues minutes. En gros, il y a la théorie et la pratique. On a essayé d'appliquer la théorie au début, de faire du Scrum un peu by the book, avec des sprints de 2 semaines, de 3 semaines, ce genre de choses. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas à notre façon de travailler. Donc plutôt que d'adapter notre façon de travailler à la méthode, on a plutôt fait le contraire, c'est-à-dire qu'on a créé notre propre méthodologie agile, qui était adaptée vraiment à comment on travaillait au sein de l'équipe. Et en fait, au final, ce qu'on fait aujourd'hui, au bout d'un an, un peu plus d'un an de projet, on est plutôt en mode Kanban, où on va, dès qu'on a des choses de prêtes, en fait, on les met à disposition, quoi. Puis on dépile les sujets au fur et à mesure, comme ça. Donc au final, qu'est-ce que ça donne? Un peu comme n'importe qui fait du code, on intègre ce code-là de manière continue, avec du testing, etc. Et surtout, ce qui est intéressant et ce que nous permet de faire que la plateforme Clever Cloud dont parlait Mathieu juste avant, c'est qu'on fait de la livraison continue. Donc ça, c'est super important pour éviter l'effet tunnel au maximum. Dès qu'on a une ligne de code, qu'elle a été testée, validée, c'est pushé sur Git et automatiquement, c'est déployé sur Clever Cloud sur un environnement de pré-production. Donc ça veut dire que n'importe qui peut tester quotidiennement ce qui est fait, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le déploiement en production, c'est le même principe. Alors, on ne fait pas du déploiement continu, c'est un peu plus safe. On valide la pré-production et après on fait un tag Git et on merge ce tag sur une branche de prod et on a une appli Clever qui pointe sur cette branche de production et c'est comme ça qu'on met en production. Ça prend quelques minutes. Et on peut faire des mises en production 5-6 fois par jour si besoin ou si on a moins de choses à livrer, on fait ça une fois par semaine. Voilà. Donc on a vraiment toute la souplesse qu'il faut là-dessus. Sujet suivant, SPA. Ouais, on change complètement de domaine. Donc les SPA, SPA, Single Page Application, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le terme. Donc lors de la première version de Soyuz, on est parti directement sur une SPA parce que by the book, parce que c'est ce qui se faisait et c'est un petit peu la mode depuis un petit moment. Sauf que les SPA, ça a des avantages, mais ça a aussi pas mal d'inconvénients, notamment dès lors qu'on veut faire des choses pas trop mal avec des moteurs de recherche. Ça commence à être un peu compliqué à gérer. Du coup, nous, le choix qu'on a fait sur la deuxième version de Soyuz, c'est de se dire, OK, la SPA, en fait, toute la navigation JavaScript, on en a besoin pour le parcours utilisateur principal. Par contre, pour tout ce qui est contenu statique, les pages d'aide, les pages de la team, les pages à propos, etc., on n'a pas besoin de ça.
Donc on va faire du server-side rendering à l'ancienne, avec un template à l'ancienne, et ça marche très 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 bien. Donc on a un truc un peu hybride, donc une ESPA pour le parcours principal et du server-side rendering pour le reste. Et finalement, c'est une philosophie qu'on applique un peu partout, un peu tout le temps sur tous nos nouveaux projets, parce que finalement, ça marche beaucoup mieux que ce qu'on peut faire en full SPA avec tous les problèmes que ça peut apporter. Un autre problème avec les SPA, c'est que quand on fait une SPA, donc on développe une petite API REST pour avoir des données à mettre dans cette SPA. Et du coup, on a une API publique que tout le monde peut consommer sympathiquement. Donc ça, c'est un petit peu... Alors ça peut être problématique. Dans notre cas, voilà, c'est pas que c'est si problématique que ça, mais bon, c'est pas génial. Du coup, en passant à un mode un peu plus hybride, on a plus... disons, compliquer la vie à des gens qui voudraient nous scraper, même si on ne fait absolument pas d'illusion, on peut se faire scraper sans aucun problème, c'est juste que c'est pas aussi simple qu'avec une SPA classique. On continue ? Mon sujet préféré. Le chatbot, donc je vous en ai parlé tout à l'heure rapidement. Donc on a un chatbot sur Soyuz pour avoir une expérience utilisateur un peu plus sympathique. En 2016, personne n'a échappé à la mode des chatbots. C'est un des buzzwords. Selon nous, c'est aussi un des top fails de 2016. Bon, on va prendre un exemple parlant. Vous vous rappelez du bot Twitter de Microsoft, qui est devenu en 24 heures misogyne, néo-nazi, fasciste, tout ça. Voilà. Donc l'IA, c'est bien. L'IA maîtrisée, c'est compliqué. Voilà, pour résumer sur les bots. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait chez Soyuz ? En fait, on a développé une solution ad hoc. On a commencé par se dire, OK, il y a un gros écosystème autour de l'intelligence artificielle qui bouge beaucoup. On va l'étudier, mais on va faire une solution maison qui va marcher, qui va certes peut-être pas être la meilleure du monde, mais qui va marcher à minima. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris un peu de Lucene pour faire un peu de technique pour tout ce qui est analyse du langage. On a utilisé un truc super révolutionnaire qui s'appelle les expressions régulières et des dictionnaires de données avec des synonymes. Voilà. Et en fait, ça marche plutôt bien. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on avait développé, finalement, les patterns qu'on a mis en place sont à peu près ceux qu'on trouve sur les outils de chatbot aujourd'hui, comme API.ai ou ce genre de choses comme ça. Il y a à peu près les mêmes, on retrouve à peu près les mêmes choses, à savoir de la classification. Le premier truc à faire, c'est de comprendre ce que nous demande l'utilisateur. Donc, s'il demande de l'hébergement, s'il demande un transport, etc. Donc, il faut qu'on comprenne le domaine dans lequel se trouve sa phrase. Donc, voilà. Donc, on fait ça via des dictionnaires, des échantillons de phrases. Ensuite, il faut extraire un certain nombre de choses de cette phrase-là. S'il demande un logement à Nantes pour le week-end prochain, faut qu'on comprenne que Nantes, c'est une ville, que le week-end prochain, ça va être une période de 2 dates, etc. etc. Et il faut qu'on récupère un maximum de termes qui vont nous permettre de faire la recherche auprès de nos partenaires derrière. S'il nous manque des informations pour faire cette recherche-là, c'est là qu'on rentre dans un mode conversationnel où on va poser un certain nombre de questions pour récupérer les informations manquantes pour au final faire cette recherche-là. Voilà, donc il n'y a rien de révolutionnaire. Et en fait, donc aujourd'hui, ce qui est en production, c'est cette solution-là. Et on étudie en parallèle des solutions à base de machine learning, notamment pour la partie classification, parce qu'en fait, c'est ça qui est super important, c'est de comprendre un maximum de phrases de la part des utilisateurs. Donc on peut anticiper des choses, mais il y a forcément des choses qu'on ne va pas comprendre. C'est là où le machine learning va pouvoir nous aider avec de l'apprentissage automatique. Pourquoi ça a fait un buzz les chatbots? C'est que Facebook a ouvert sa plateforme Messenger, et donc là, on est en train de mettre en place le bot sur Messenger, qui en fait interagit avec notre chatbot qui est sur notre site web. Ce qui est super important pour bien comprendre ce que font nos utilisateurs, c'est d'avoir un certain nombre de métriques. Donc toutes les phrases qui ont été saisies, dans quel domaine on les a comprises, comment elles ont été classifiées, est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on n'a pas compris. Et donc on peut analyser quotidiennement ce genre de stats pour enrichir les dictionnaires qui nous servent à faire la classification. Voilà. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en fait avec les chatbots. C'est une des raisons de l'échec aussi l'année dernière. Après ça va changer, hein, mais voilà, ça donne envie de jouer un bot en fait, alors que c'est pas forcément le but premier. Sujet suivant, architecture.
Donc, architecture technique, on va commencer tout de suite. Donc, les microservices. Donc, Soyuz a cédé à la mode des microservices. Alors, pour autant, on n'est pas parti non plus en mode complètement dingue à faire des dizaines de microservices. En théorie, on a 8 domaines différents dans Soyuz qui pourraient être séparés en microservices. Dans les faits, on n'a fait que 5 microservices, ce qui est plutôt bien. On a une certaine souplesse d'un point de vue du déploiement, excusez-moi. Donc on peut déployer des choses différentes sans forcément tout péter. Et c'est pas trop compliqué à gérer d'un point de vue Ops, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, un deuxième point qui a été très important pour nous, c'est se dire, ok, on fait la bonne techno pour le bon usage. Alors dit comme ça, on a tendance à se dire, sans blague, mais c'est pas forcément si simple. On a tendance à vite se dire, on a choisi une techno, on va rester sur cette techno pour tous les services, etc. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on a un truc qui marche mieux pour tel ou tel cas d'utilisation, on va plutôt se lancer là-dedans. Donc dans les faits, on a un parc un petit peu hétérogène, pas tant que ça finalement. On a du Play, on a du Node, on a du statique, on a des petites choses comme ça, mais rien du Java même tout bête. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Un autre choix qu'on a fait et qui est complètement assumé, c'est de ne pas créer de socle commun pour tous les microservices. Donc il y a du code qui est commun à tous nos microservices, mais on l'a dupliqué. Alors ça a des désavantages évidemment, c'est pas forcément clean, mais finalement ça nous offre une certaine souplesse, ça évite d'être adhérent entre les services, de ne pas devoir tout redéployer quand on fait des fixes, etc. Et ça apporte une certaine isolation qui nous est assez importante. Un autre truc qu'on a fait avec la deuxième version de Soyuz, donc la version publique, c'est qu'on l'a pensé multitenant. Donc ça, c'est vachement important. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que Soyuz, ça serait bien de pouvoir créer des instances différentes de Soyuz pour des événements. Donc typiquement, le Hellfest qui commence la semaine prochaine, on peut faire un tenant Hellfest sur Soyuz et faire en sorte que ça nous sorte plutôt tel ou tel type d'offre, donc de l'hébergement, du covoiturage, à manger. Et on va réduire la position géographique en disant on cherche aux alentours de Clisson. Et voilà, ça c'est Soyuz, mais dédié au Hellfest ou à n'importe quel autre événement. Donc ça, le multi-tenant, c'est super sympa. Ça se fait dans un back-office chez nous et tout. C'est plutôt simple à faire. Par contre, si vous ne le pensez pas dès le début, c'est plutôt casse-gueule comme sujet. Ensuite, on fait également du feature flipping. Donc ça, c'est un truc qui se fait beaucoup. On peut activer, désactiver sur n'importe quel tenant Soyuz des fonctionnalités, des partenaires, des catégories de partenaires, etc. etc. Là encore, c'est une plutôt bonne pratique. Il faut faire juste attention à bien le penser dès le début, sinon c'est plutôt la galère à intégrer. Et surtout, il ne faut pas trop en abuser, sinon on finit avec une machine à gaz pas possible. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au niveau architecture. C'est pour moi. Donc comme vous l'a expliqué Sébastien tout à l'heure, Soyuz présente des offres issues de partenaires. On a actuellement une 50aine de partenaires. Et donc pour récupérer leurs offres, on a dû composer avec leurs API. Donc à ce niveau-là, on a à peu près tout vu. On a vu vraiment des choses bien, des choses moins bien. Alors ça s'explique par plusieurs raisons, notamment parce que ces startups qui démarrent, qui se montent, elles n'ont pas forcément d'équipe de développement dédiée. Donc soit elles délèguent à d'autres boîtes, soit elles utilisent des plateformes du style WordPress qui permettent d'avoir des choses rapidement, mais qui ne sont pas forcément pratiques quand on veut après être intégré à d'autres plateformes comme Soyuz. Donc on a vu des choses vraiment standards, conformes à ce qu'on voit dans les tutos, les docs qui vont bien sur tout ce qui reste. Donc certaines avec des clés d'API. Donc on voit qu'il y en a qui avaient vraiment pensé leur service comme ça pour être intégré à d'autres plateformes où cette clé d'API est récupérable directement via leur site. Et donc là, c'est super bien, c'est super pratique. On a juste à s'inscrire, récupérer la clé et jouer avec leur API. Donc certains ont même une interface Swagger pour tester l'API, des choses comme ça. Et surtout, beaucoup ont des docs à jour. Et ça, c'est bien parce que malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains ont des API, mais des API qui ont évolué, mais pas la doc. Donc là, on se débrouille comme on peut. Donc on regarde sur leur site, quels paramètres ils passent dans leur body, c'est quoi les paramètres dans l'URL. On essaye, on teste, on voit que ça marche, que des fois ça ne marche pas. Donc on teste plein de choses. Il y en a aussi qui font de la restriction par IP. Donc là, c'est pas pratique quand on travaille
pas au même endroit, et encore moins quand on déploie sur le cloud. Il y en a, ils font carrément du SOAP. Bon, ben, ceux-là, on ne les a pas intégrés, hein. Et certains n'ont pas du tout d'API. Et donc, eux, on a fait un autre mode de fonctionnement, c'est qu'on récupérait l'ensemble de leur catalogue dans un flux, donc que ce soit un flux XML, un flux JSON, un fichier CSV. Et donc, nous, à partir de ce flux-là, qu'on récupère régulièrement, on met tout ça dans un Elasticsearch. Et donc là, ça nous permet d'avoir, nous, la maîtrise de la requête de recherche, de l'API, et on a vraiment un meilleur contrôle là-dessus. Tout ce hub de partenaires, c'est le cœur vraiment de Soyuz, parce que sans offre, eh ben, on n'a rien à présenter, donc c'est quand même ballot. D'où l'importance d'avoir un back-office qui remonte et qui permet de tester les changements d'API des partenaires. Est-ce que c'est assez fréquent que les payloads changent, que les URL changent, qu'on dépasse des quotas ou choses comme ça. Donc ce back-office est vraiment important pour, tout simplement pour voir ce qui se passe et détecter les erreurs, ou plutôt pour pouvoir réagir et contacter les partenaires le cas échéant. Parler un peu d'organisation. C'est qui en fait l'équipe Soyuz? Il y a pas mal de monde. Voilà, à peu près les gens qui constituent l'équipe aujourd'hui. Donc il y a un CEO, Emmanuel, qui est là, un responsable produit, on a une personne qui s'occupe de la com, des chargés de partenariat, parce que c'est un gros boulot au quotidien de communiquer avec les partenaires. Il y a aussi toute la partie juridique derrière qu'il peut y avoir. Un graphiste, un intégrateur web, donc des gens qui font des choses jolies, et ça on en reparlera après. Les devs, c'est nous, et aussi des développeurs mobiles. Guillaume parlait un petit peu sur la problématique sur les restrictions d'IP. On n'est pas tous géographiquement au même endroit. Donc comment on travaille, hein, on fait à peu près du moite-moite, enfin plutôt du 2 jours. On essaye 2 jours par semaine de se voir tous ensemble, parce qu'en fait ça reste super important. On a des fois besoin, pour être efficace, pour des ateliers ergonomiques, pour du brainstorming, ce genre de choses, c'est pas mal d'être au même endroit. Et sinon, le reste du temps, on est en remote. Nantes, Niort, Poitiers, ou des bleds bizarres de la campagne. Voilà. Donc c'est une organisation qui est assez souple et qui, au final, convient plutôt bien depuis 1 an maintenant. Donc l'équipe, elle est organisée autour d'un produit. C'est pour ça que ça s'appelle Feature Team. On n'a pas de silo entre le dev passe la patate chaude aux développeurs mobiles, et puis, ou alors nous on récupère des choses des intégrateurs web, etc. Non, on travaille vraiment tous ensemble. Donc le graphiste et l'intégrateur web avaient déjà l'habitude de travailler ensemble, donc ça se passe plutôt bien. Nous, on n'avait pas l'habitude de travailler avec des vrais spécialistes du web, donc ça a été assez cool, notamment grâce à React, on en parlera tout à l'heure. Pareil, les développeurs back-office, en l'occurrence nous et les devs mobiles, on a fait en sorte qu'ils soient assez autonomes, donc en mettant à disposition des back-office spécifiques pour eux, pour qu'ils puissent tester les API qu'on leur expose, etc., etc. Et puis pareil pour les profils non techniques, notamment avec la chargée de communication. On lui a fait pareil des back-office avec des stats personnalisées dont elle avait besoin de manière hebdomadaire, avec les top 3 des recherches, etc., etc. Voilà. Donc c'est vraiment super important d'avoir une équipe comme ça, avec une bonne communication, une bonne synergie. D'un point de vue dev, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais on se base vraiment, enfin on exploite au maximum GitHub. Un truc super important, c'est qu'on trace tout dans des issues GitHub. C'est-à-dire que même la chargée de com, même les gens pas techniques, ils ont un compte GitHub, et quand ils initient une relation avec un partenaire, il y a une issue GitHub qui est créée par eux. Voilà. Alors ça a mis un peu de temps à se roder, mais aujourd'hui c'est du coup vachement bien, parce qu'on suit vraiment tout l'historique, depuis le premier coup de téléphone avec le partenaire jusqu'à sa mise en prod en fait. Voilà. Et on peut tracer tout ça de manière efficace. Et sinon nous, d'un point de vue dev entre nous, on a systématisé la revue de code via les pull requests, ce genre de choses. UX UI, voilà, ça tombe bien, je parlais des graphistes. Ouais, donc les graphistes, c'est bien, et c'est surtout important dans un projet. Une startup qui se monte comme ça, un nouveau produit, c'est important d'avoir une identité visuelle qu'on remarque et qu'on retient. Donc c'est vrai que là-dessus, un UX designer est vraiment important, et c'est aussi important qu'il définisse un parcours utilisateur qui soit intuitif,
fluide et simple pour l'utilisateur, donc avec un mix entre mettre du classique pour qu'il retrouve des utilisations standards qu'il voit ailleurs, mais aussi un petit peu d'innovation pour qu'il puisse, que l'utilisateur se rappelle du site et ait envie de revenir tout simplement. Donc les graphistes et les intégrateurs web aussi, c'est bien quand on en a un dans son équipe. Parce que lui, la compatibilité CSS pour Internet Explorer 9, 10, il s'en fout, il aime bien en plus. Donc voilà. Donc ça, c'est pratique, ça nous fait une épine de moins à nous. Et voilà, donc le responsive, c'est lui aussi qui gère. Donc c'est vraiment bien dans un projet parce que c'est un métier à part et on ne s'invente pas UX designer ou intégrateur web, quoi. C'est vraiment important de s'entourer de gens qui ont ces compétences. Quelque chose qu'il y a eu dans Soyuz à plusieurs reprises, c'est des tests utilisateurs. Tout simplement pour avoir les retours les plus fins possibles, pour qu'on sache ce qui ne va pas dans l'appli, ce qui va, etc. Donc on voit voilà, l'exemple de cette dame. Nous, l'UX c'est évidente, mais pas pour tout le monde. Nous, on baigne dedans au quotidien, donc on se dit, oui, pourquoi il ne clique pas, pourquoi il ne cherche pas là. Et sauf qu'en fait, quand on fait des tests utilisateurs, on se rend compte qu'ils ne savent pas où cliquer. Ils cherchent des boutons, certains sont perdus. Et donc, ça nous incite à revoir un peu notre copie. Faut vraiment pas avoir peur des fois de casser, de recommencer, de reprendre du recul pour dire qu'est-ce qui marche pas. C'est important de savoir évoluer pour pouvoir améliorer le produit et enrichir l'expérience utilisateur. Parce que c'est quand même lui la cible. Donc là, on a quelques exemples donc, des interfaces de Soyuz. Donc ça, c'était le proto, donc, qui s'appelait à l'époque Upshare. Donc on voit que c'est assez épuré, hein, on n'avait pas encore du UX designer. Là, il est arrivé. Bon, on voit qu'il y a des couleurs, une cohérence dans les couleurs. C'est quand même beaucoup plus sexy que la version d'avant. Ça, c'est la version de la bêta publique. Donc on voit qu'on a modifié le chatbot. On avait passé à un mode conversationnel. On voit qu'on avait gardé aussi l'encart pour signifier que c'était toujours une version bêta, donc soumise potentiellement aux bugs. Et surtout, sur la droite, là, on voit qu'il y avait la possibilité pour l'utilisateur de donner son feedback pour nous permettre d'améliorer encore l'appli et faire des choix qui s'avèrent payants derrière. Et donc voilà la version actuelle. Donc là, le chatbot est plus accessible directement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que l'utilisateur, il arrivait sur la page et mince, qu'est-ce que je peux taper dedans? Qu'est-ce que je peux chercher? Et on a trouvé c'est surtout François qui a trouvé ces artifices visuels afin de permettre d'orienter l'utilisateur et de lui faire comprendre les possibilités qu'offre Soyuz. On voit aussi qu'on a rajouté une baseline qui indique clairement qu'il va avoir des offres qui ne sont pas de l'économie traditionnelle, mais du collaboratif. Donc il ne va pas forcément trouver d'hôtel ou de restaurant comme il pourrait trouver sur Google. Par contre, il va pouvoir trouver un camping chez l'habitant ou faire un dîner bosniaque à Nantes. C'est des offres que nous permettent les partenaires. Donc c'est important d'avoir des retours vraiment utilisateurs. D'ailleurs, actuellement, des évolutions sont toujours en cours sur l'interface pour encore améliorer ça, quoi. Alors, c'est à moi. Donc les applis mobiles, c'est pareil, c'est bien d'en avoir quand même sur un produit. L'erreur qui avait été faite sur Soyuz dès départ, c'était que les applications mobiles étaient en fait les mêmes que la version web, mais en iOS et Android. Et donc c'est quand même dommage parce que ça faisait doublon avec la version responsive de l'appli et l'appli responsive qui marchait bien en plus. Donc là encore, on a tout jeté et on a recommencé. On a fait un story mapping où là, on a pris le parti volontairement de se dire que sur mobile, l'utilisateur, il est géolocalisé. Et donc à partir de là, c'est le point d'entrée, c'est la position de l'utilisateur. Et quand l'utilisateur lance l'appli, ça lui donne les offres qu'il a autour de lui, donc que ce soit dans le service, dans du fooding, de l'hébergement, des parkings, des activités, enfin tout ce que peut offrir la plateforme aux utilisateurs. DevOps, hein. Oui, parce que faire une appli c'est bien, la faire tourner en production c'est mieux.
Et donc on n'a pas parlé Ops tout à l'heure quand j'ai parlé de la feature team. Comment c'était Soyuz au début sur les premières mises en production? Eh ben, en fait, on n'avait pas grand-chose d'automatisé. Démarrage oblige, même si c'est bien quand même au départ de penser quelques trucs en termes d'automatisation. Et on avait pris le parti de déployer nos applis et nos microservices sur, grâce à des images Docker, sur une infra OVH, donc des serveurs qu'on manageait nous-mêmes, et avec du Kubernetes pour faire l'orchestration, etc., etc. Bon, autant vous dire, ça marche, mais on n'avait pas une vélocité extraordinaire. Pourquoi? C'est que Docker Kubernetes, on peut en débattre après si vous voulez, pour que je vous explique pourquoi il ne faut pas y aller. Mais aujourd'hui, avoir le niveau de qualité qu'on a avec Clever Cloud, où en gros on fait un git push et c'est déployé, pour avoir ce niveau de service-là, avec du Docker Kubernetes, etc., il y a un peu de taf. Et aujourd'hui, c'est dommage, comme disait Mathieu tout à l'heure sur le as a service first. Enfin, aujourd'hui, nous, notre métier pour Soyuz, c'est de produire de la valeur pour l'utilisateur. Donc, en gros, derrière, qu'on a un super truc orchestré avec Kubernetes ou autre, il s'en fout. Voilà. Donc, du coup, maintenant, comment ça marche? On a automatisé pas mal de choses. En gros, on push, ça déploie. Et on a mis en place un robot U-Bot qui interagit avec Slack, qui nous donne du feedback dès qu'il y a des choses qui sont déployées, dès qu'il se passe des trucs sur GitHub. Et on peut même lancer des commandes pour déployer sur des environnements. Donc, en gros, pour faire une mise en production. Voilà. Mathieu, enfin je pense que c'est toi ce cas-là. Donc, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, entre la version bêta privée et bêta publique de Soyuz, il y a eu une réécriture complète. Alors, on est passé d'un monolithe à des microservices, etc., etc. Et surtout, on est passé d'une application qui était écrite en Java avec Spring Boot à une application écrite en Scala avec Play Framework. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que finalement, il n'y a rien qui nous obligeait à faire ça. Mais en fait, si. Comme vous avez compris, Soyuz, c'est de l'enchaînement d'appels d'API vers des partenaires. Et qui dit appel d'API vers des partenaires dit asynchrone. En fait, quand on veut commencer à faire des choses un peu tricky en asynchrone, sans vouloir bouffer des threads à foison, bloquer des ressources qui n'ont pas besoin d'être bloquées, etc., etc., Spring Boot, c'est pas vraiment le meilleur choix. Et puis, on se retrouve quand même avec des API un petit peu moisis, qui ont le mérite d'exister, mais un petit peu moisis quand même. Donc en fait, si là je parle par exemple des complétables futurs en Java qui sont bons, qui ont le mérite d'exister, mais pas top. Les optional, le fait que dans la philosophie Spring Boot et Java EE de manière générale, il faille toujours pour mapper du XML ou du JSON, écrire un POJO pour que ça se mappe automatiquement, etc. Dès qu'on a besoin de faire du versionning, je ne vous raconte pas la blague, ça marche juste pas, il faut faire des astuces de malade pour y arriver. Donc bon, ça, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis avec la première version, et du coup on s'est dit, on a besoin d'un peu plus de souplesse, on a besoin de quelque chose qui va nous amener plus de productivité, qu'est-ce qu'on choisit? Et on est tombé sur Play. Alors Play, en fait, ça fait longtemps qu'on utilise, on n'est pas tombé dessus comme ça, hein. Ça fait quelques années qu'on est utilisateur. Et Play, le premier truc qui est cool avec Play, c'est que c'est async by design. Alors il y en a d'autres, des frameworks qui sont async by design, mais nous, Play, c'est un de nos préférés. Après, voilà, c'est une question de goût. Donc async by design, donc on peut gérer des choses asynchrones directement. En plus de ça, on a du templating server qui est vraiment cool par rapport à ce que peut nous offrir Spring Boot. On a des API JSON qui permettent de faire des AST, de lire des choses, de valider des choses, de faire du versionning facilement. On a un bon client web service asynchrone. On a un système de routing qui permet de connaître toutes les routes de l'application en un coup. Allez faire ça avec Spring Boot, on en reparle. Et du coup, on arrive à quelque chose qui est beaucoup moins magique, beaucoup plus maîtrisé. Et du coup, on a gagné en productivité, mais un truc de fou, et en développeur expérience de même. En plus de ça, on a dit qu'on utilisait Scala pour faire ça. Donc Scala, langage fonctionnel et orienté objet en même temps. Donc on a tous les apports de la programmation fonctionnelle, les trucs genre pattern matching, des case class. On a dans le SDK plein de choses pour faire de la sync, pour faire je sais pas, des options, des risers, des choses comme ça. On a les string interpolation, bref, on a tout ce qu'il nous faut pour travailler comme il faut, et on a gagné en productivité. Le truc, il faut juste voir, on a mis 4 mois à réécrire entièrement l'appli avec plein de features en plus, des nouveaux partenaires, etc. Donc c'est vraiment... on assume clairement ce choix malgré potentiellement la petite marge qu'il y a passé pour apprendre Scala et pour faire en sorte d'être plutôt productif.
React, donc côté front, on a pris React.js déjà parce qu'on aime bien cette techno, qu'on la trouve vraiment chouette. Et on en a vraiment été convaincu quand on a dû intégrer les maquettes faites par l'intégrateur web. Et ben là, c'est tout simplement un bonheur. On prend le markup HTML fait par Jérôme et on le met dans le render du composant React et c'est parti, ça marche. Donc c'est vraiment top. Ce couplage avec des maquettes HTML, ça permet aussi de définir une bonne hiérarchie de composants et la bonne granularité. C'est vraiment un plus. Et voilà, React plus des maquettes HTML, c'est tout simplement un bonheur. Alors après, avec React, faut quand même faire attention. Il y a les perfs à surveiller. Lui, par défaut, il a son DOM virtuel qui gère et qui remplace dans le DOM juste ce qu'il faut. Par contre, il y a quand même des choses à surveiller. Sinon, comme lui, on se le prend dans la tête. Les perfs, c'est vraiment important si on va avoir une appli utilisable. Nous, on avait eu le problème avec une lib qui nous permettait d'afficher des maps Google, où en fait, on se rendait compte qu'à partir d'un certain nombre de marqueurs, l'appli devenait lente. Alors, en responsive, c'était encore pire. Et puis, donc, on s'est rendu compte qu'il fallait... que cette lib gérait pas forcément très bien les refresh et redessinait tous les marqueurs, même quand il n'y avait pas besoin. Donc on a, nous, surchargé la méthode, une méthode du cycle de vie React qui s'appelle should component update, et comme son nom l'indique, qui dit si le composant doit se mettre à jour. Voilà. Et ouais, je suis pas mal en anglais. Et donc ça nous a vraiment permis d'optimiser ça et d'éviter des gros lags sur l'appli, quoi. D'une manière générale, en React, mais c'est valable pour tout, c'est important d'utiliser que les libs qui vous sont vraiment nécessaires, que celles dont vous avez besoin. Nous, par exemple, on a mis React sur tous nos back-office, en plus du front. Par contre, la lib Redux, on l'a mis que sur le front, tout simplement parce que sur les back-office, on n'en avait pas besoin. Donc voilà, quand on fait des choix de lib, c'est important de regarder qui les fait. Airbnb est un bon contributeur React, donc on peut y aller les yeux fermés. Facebook, un petit peu. Ouais, ils connaissent un peu le truc, ouais. Donc voilà, c'est libre, il faut voir leur pérennité, qui les maintient, c'est ça, puis leur popularité. Et avant tout, si vous en avez vraiment besoin, parce que si vous n'en avez pas besoin, ça sert à rien de... Voilà, les React-cookies, pour citer lui par exemple, qui ne sert à rien. Voilà. Est-ce qu'il nous reste quelque chose? Non. Oui, du coup, on va pouvoir prendre des questions. Merci à tous d'être venus assister à cette présentation. Si vous voulez voir en vrai et jouer avec Soyuz, vous pouvez aller sur soyuz.fr où il y a les applis mobiles sur le store, si vous voulez voir un peu ce qu'il y a à faire à Nantes en termes d'activités un peu alternatives. J'espère qu'il y a des trucs, je pense. Mais oui, non, il y en a. Voilà, le dîner bosniaque, si vous voulez manger, c'est possible. Merci beaucoup à tous et bonne fin de conférence.